Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique hebdomadaire que vous retrouvez tous les jeudis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner bien sûr à cette chaîne YouTube, à activer les notifications, à liker et à partager ce contenu s'il vous a plu, et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo si vous avez des questions à nous poser ou des éléments d'amélioration que nous pourrons vous mettre à votre disposition. On va s'intéresser cette semaine à un sujet important, même s'il est peut-être un peu rébarbatif au départ, c'est la notion de marge, la notion de déposit. C'est pas le tout d'avoir un scénario de marché et de prendre une position, il faut être capable, grâce à l'effet de levier, bien de comprendre quelle est son exposition réelle sur le marché, quel est le risque de sa stratégie, et puis être capable, en plus du scénario que nous on a à l'esprit, eh bien d'être capable de maîtriser les exigences de marché et les exigences du courtier qui vont vous permettre de pouvoir maintenir ses positions et de supporter l'évolution défavorable ou ponctuellement défavorable d'une stratégie. Donc on va regarder un petit peu ces éléments en détail, vous donner des clés pour mieux comprendre le fonctionnement de la marge, du déposit et éviter de se retrouver en margin call. L'idée, c'est bien sûr de toujours maîtriser son risque et donc de bien comprendre comment fonctionnent ces éléments. Alors, là, le premier élément important, c'est ce qu'on appelle le déposit. Le déposit ou la couverture, le dépôt de garantie, c'est la somme qui est requise pour pouvoir ouvrir une position sur un produit financier à effet de levier d'une façon générale. C'est la garantie offerte pour tenir cette position et pour pouvoir couvrir des pertes potentielles, puisque comme on utilise un effet de levier, on va devoir fournir une partie de la garantie qui est liée à cet effet de levier. En plus de ça, il faut tenir compte de ce qu'on appelle la marge. La marge, c'est le volant de trésorerie complémentaire qui vient en plus du déposit. C'est pas parce qu'un intermédiaire vous demande une certaine somme pour couvrir une position qu'il faut s'en tenir à ça uniquement. Et justement, il faut avoir en plus de ce dépôt de garantie un volant de trésorerie qui va permettre de supporter l'évolution de la garantie ou l'évolution du marché ou du sous-jacent en votre défaveur, en tout cas ponctuellement, pour éviter, une fois encore, de se retrouver en appel de marge. Parce que le principe, c'est que si le déposit est entamé, si on entame la marge, le déposit qui est demandé par l'intermédiaire, on se retrouve dans une situation de margin call. Et dans ce cas-là, il faut déboucler tout ou partie de sa position ou faire un apport de liquidité complémentaire, ce qui n'est pas souvent une bonne idée, sauf cas un peu particulier. C'est donc, encore une fois, le volant complémentaire en plus du déposit. Donc voilà les deux termes principaux, déposit et marge. Donc toujours travailler en complément avec de la marge. Alors pour rendre les choses un peu simples, un peu claires, un tout petit exemple très basique, mais si on veut acheter 5 000 € d'actions, que mon courtier ne me demande que 1 000 € de déposit, moi je vais avoir un effet de levier de 5. Mais si l'action que j'ai perd 20%, si j'ai 5 000 € et que de cette action et qu'elle perd 20%, je vais avoir perdu 1 000 €, donc je vais avoir perdu tout mon déposit. Ça signifie qu'il faut avoir, encore une fois, par rapport à cet effet de levier potentiel, de la marge. Si on me donne la possibilité d'acheter 5 000 € avec 1 000 €, il faut que je prenne une marge complémentaire et que je n'investisse pas tout cet effet de levier, parce que dès qu'il va y avoir un décalage en ma défaveur, je vais entamer ce fameux déposit et avec un risque d'exposition complémentaire. Donc petit calcul assez simple, mais pour bien recadrer, resituer les choses pour commencer. Alors les modes de calcul du risque, il y en a plusieurs qui existent. Parmi les plus connus, il y a ce qu'on appelle la VAR, la Value at Risk. C'est une mesure statistique du risque qui permet de définir, de quantifier une perte maximale probable d'un portefeuille sur une période donnée avec, mais encore une fois, un niveau de probabilité, un niveau de confiance. Ce sont des estimations. Il n'y a pas d'outil parfait pour estimer le risque sur les marchés. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet et qui expliquent que les modèles classiques ont été souvent pris à contre-pied. Donc, c'était encore une fois des choses imparfaites, mais qui permettent de travailler avec cet effet de levier, avec encore une fois cette incertitude. Donc c'est pas parce qu'on demande un niveau de couverture, encore une fois, qu'il faut l'utiliser au maximum. Au contraire, prendre de la marge par rapport à ça. Et puis il y a une variante, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle la VAR Monte Carlo. Là, on va utiliser des modèles mathématiques, des algorithmes pour générer des scénarios et évaluer un risque potentiel en fonction des résultats qu'on va obtenir. Donc on va faire évoluer le sous-jacent, on va regarder comment il a évolué en volatilité
historique, pas la volatilité implicite, hein, mais la volatilité historique, donc la propension d'un actif à avoir des décalages plus ou moins importants dans le temps. Et par exemple, on se dit qu'on aura, si on utilise de l'effet de levier sur Air Liquide, eh bien, des modèles qui vont être plus conservateurs que si on prend des modèles de volatilité autour d'une valeur comme Nvidia, par exemple, hein, la volatilité historique sur Air Liquide étant beaucoup moins importante que celle d'Nvidia, pour prendre des exemples un peu extrêmes. Donc c'est ça qui va être le moteur de ce mode de calcul. C'est celui qui est utilisé aujourd'hui par Euronext pour calculer les positions sur les options, avec donc nombre de scénarios, puis la possibilité de combiner des positions d'options et même de futurs entre elles pour pouvoir estimer le risque global d'une stratégie ou d'une position dans un portefeuille. Puis on a aussi le système qui s'appelle SPAN, c'est le Standard Portfolio Analysis of Risk. Celui-ci, c'est un système d'évaluation du risque qui est basé sur, pareil, des décalages de scénarios. On va faire bouger les positions d'options et de futurs en fonction d'un décalage du sous-jacent et puis aussi en fonction de décalage de la volatilité. Ça va permettre d'estimer un risque maximal potentiel, souvent sur une journée, d'une position sur les marchés dérivés, notamment des options, pour bien connaître le risque potentiel sur une séance. Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'un intermédiaire utilise ce système-là qui vous permet d'avoir beaucoup de liberté et d'utiliser le maximum qu'il faut l'utiliser, parce qu'on peut se retrouver en cas de décalage dans une situation bien un peu limite, être coincé, et donc toujours, encore une fois, prendre un volant de sécurité en plus de ce système-là. Il est à noter aussi que selon ce que vont demander les chambres de compensation et les places de marché, qui vont, elles, créer ce système-là de calcul de risque, et le rendre comme le point de repère, eh bien, les intermédiaires, les différents courtiers peuvent aussi majorer, et c'est ce qu'ils font souvent, de majorer les minima requis par le marché pour avoir un petit delta, un petit volant de sécurité. Et encore une fois, même avec ces exigences de broker, eh bien, pensez vous aussi à avoir des éléments complémentaires, des billes complémentaires pour ne pas vous retrouver en appel de marge. C'est vraiment l'élément le plus important. Alors, il existe aussi différents types de comptes qui vont permettre d'avoir plus ou moins de marge. Si on prend un cash account classique, eh bien c'est un compte sur lequel on va devoir fournir plus de garanties que sur le compte margin account ou compte sur marge. Dans le cas du compte de cash, par exemple, si je suis vendeur d'un put, vendeur d'une option de vente, mon risque c'est de devoir acheter le sous-jacent à un moment ou à un autre. Eh bien, sur le compte de cash, on va me demander d'avoir la totalité de la position que je devrais éventuellement acheter si j'étais assigné. Donc, moins de liberté, moins de levier par définition, enfin pas de levier par définition, et donc cette contrainte. En revanche, sur un margin account, là, on va avoir des éléments plus larges. La marge initiale, déjà, au moment d'ouvrir la position, ça va être un pourcentage, une somme minimale pour pouvoir ouvrir une position, une stratégie au départ. La marge de maintien, c'est l'élément complémentaire pour pouvoir conserver ma position sur le compte, et pour simplement éviter justement de me retrouver dans un cas de margin call, donc de cet élément où bien votre courtier vous appelle ou vous signifie que vous êtes dans une situation qui n'est plus dans le respect des normes et des critères d'appel de couverture nécessaires. L'avantage, évidemment, d'avoir un margin account, c'est qu'on peut amplifier ses gains puisqu'on utilise un effet de levier. Ça permet aussi d'être plus souple et puis d'accéder à des stratégies qui sont plus complexes, en ayant la possibilité de combiner des positions entre elles et donc de créer des scénarios un peu plus fins, et avec évidemment moins d'exigences de couverture. Le tout étant, encore une fois, de maîtriser ces éléments-là. Le tout étant de ne pas avoir le maximum d'effets de levier possible, mais de bien maîtriser ces combinaisons entre elles. Donc ça tient aussi l'accès à ce genre de compte à l'expérience de l'opérateur. L'inconvénient, évidemment, c'est que on multiplie ses pertes aussi, puisque quand on augmente son levier, on prend un risque qui peut être plus important, donc on amplifie les pertes potentielles, plutôt que de les multiplier, on les amplifie potentiellement si le marché évolue en sa défaveur et qu'on tombe sous le niveau de maintenance. Dans ce cas-là, si nous, on n'intervient pas, il faut se rappeler que le courtier peut déboucler tout partie de la position. Ça va aussi dépendre de la politique des intermédiaires. Donc toujours gérer et faire en sorte de ne pas se retrouver dans cette situation-là, ou si c'est le cas, de faire en sorte d'agir avant pour pouvoir être en mesure de respecter ces règles prudentielles qui sont nécessaires. L'autre inconvénient, c'est que bien sûr, si on se retrouve dans ce cas quand on utilise un compte sur marge,
paye des intérêts, c'est une forme de crédit, donc par définition, ça entraîne aussi des frais. On va maintenant regarder ça en pratique sur les options. Si j'achète des options, par définition, je n'ai pas d'appel de couverture puisque je vais payer la totalité de ma position dès le départ, enfin la totalité de mon engagement dès le départ, donc je sais ce que je peux perdre au maximum. Attention quand même en cas d'exercice de la position, je peux me retrouver acheteur ou vendeur d'une ligne conséquente de titres si j'attends l'échéance et que je suis dans la monnaie et que je n'ai pas pensé à déboucler ma position. Donc il y a cet élément-là aussi à prendre en compte dans ma prise de position et dans la gestion de mon risque, mais en l'occurrence, je n'ai pas d'appel de couverture dans ce cas de figure-là. Sur la vente d'options, c'est différent par définition. On va me demander une couverture puisque je vais pouvoir, dans ce cas-là, encaisser une prime et m'engager face à l'acheteur. Encore une fois, hein, je vous renvoie à différentes vidéos qu'on a proposées sur le sujet pour fournir des exigences et des garanties. Alors, cette couverture, elle est variable selon le sous-jacent, la volatilité du sous-jacent. On a évoqué cet exemple et ces différences entre, par exemple, Air Liquide et Nvidia. On va me demander plus de couverture pour une même stratégie à effet de levier sur Nvidia qu'on m'en demandera sur un liquide qui est moins volatile a priori. La méthode de calcul aussi va faire qu'on ne va pas me demander le même appel de couverture, donc charge à vous, au moment de prendre les positions, de bien comprendre les règles exigées par la place de marché et puis par le courtier. Et donc effectivement, les règles peuvent être variables selon les courtiers. Certains courtiers vont faire des choses très simples, ils vont carrément majorer ou prendre, quelle que soit l'option que vous avez choisie, un niveau de couverture global et sans distinction des différents prix d'exercice que vous aurez déterminés vous-même. Si j'achète un put de prix d'exercice 100, j'ai pas le même, sur le même sous-jacent, j'ai pas le même risque que si j'achète un put de prix d'exercice 150. Donc pour certains courtiers, eux vont vous demander la même couverture. Enfin, si j'achète, j'ai pas besoin de couverture, autant pour moi. Si je vends un put de prix d'exercice 100 ou si je vends un put de prix d'exercice 150, l'exigence par le courtier ne sera pas la même et dans ce cas-là, je pourrais avoir différentes règles selon les courtiers. Certains vont ajuster en fonction du prix d'exercice et d'autres vont me demander, quel que soit le prix d'exercice que j'ai choisi, le même niveau de couverture avec une marge évidemment toujours très supérieure à ce que demande le marché dans ce genre de cas de figure. Puis il y a la taille de mon portefeuille aussi qui va compter avec les collatéraux que j'ai en face. Hein, si j'ai des actions dans mon portefeuille qui peuvent me servir de couverture, si j'ai des liquidités en plus, si j'ai des positions complémentaires entre elles qui permettent de couvrir les différentes positions et donc d'équilibrer et de minimiser, de diminuer mon risque. Et puis les positions que j'ai éventuellement sur le sous-jacent. Je pense par exemple à une stratégie assez simple qui est de vendre du call, vendre une option d'achat face à une ligne de titre. Dans ce cas de figure-là, j'ai un risque de manque à gagner si le titre monte beaucoup et mon risque de perte latente sur mon action si elle baisse beaucoup, mais au moins c'est une stratégie qui est complètement couverte. Donc dans ces cas-là, l'exigence de couverture peut être moins importante, donc bien y penser selon la façon dont on va travailler et selon l'exposition qu'on peut avoir. Alors il est toujours évidemment dans ce cas-là intéressant de travailler, et c'est ce qu'on vous propose très souvent sur l'atelier des options, avec des spreads, parce que le spread vous permet de connaître votre niveau d'exposition et d'une part de le maîtriser complètement en limitant la perte potentielle et puis surtout de diminuer l'exigence de couverture que pourrait avoir l'intermédiaire, donc de travailler avec moins de cash immobilisé et plus de sécurité dans le traitement de sa position. Je vous propose ici un exemple sur Nvidia, alors un bull put spread sur Nvidia, ça vous rappelle un scénario qu'on avait proposé récemment en début de semaine et qui s'est clôturé gagnant d'ailleurs aujourd'hui. Le bull put spread, si on prend une vente de put par exemple 130 sur Nvidia et qu'en contrepartie on achète un put de même échéance de prêt d'exercice 123. Si je vends mon put seul, l'exigence de garantie c'est 1700 $ pour cette position-là. Ponctuellement, attention, si Nvidia décale en ma défaveur, en l'occurrence si Nvidia se mettait à baisser fortement, l'exigence de garantie et la marge de maintien serait plus importante. Mais à l'instant T, c'était de l'ordre de 1700 $ pour cette position. Si en revanche en face, j'achète un put de prêt d'exercice 123, je bloque mon risque. Et dans ces cas-là, mon exigence de marge, elle est bien moindre puisqu'elle était de l'ordre de 170 pour cette stratégie par exemple. Donc le risque max, je le connais puisque c'est l'écart entre mes deux prix d'exercice, 130 moins 123, et puis le crédit de la stratégie qui va venir en contrepartie, donc en l'occurrence 130 moins 123 fois 100, puisque c'était des options de quotité 100, donc je vais travailler avec 100 actions Nvidia, donc j'ai 700 € de risque max, moins
le crédit que m'a apporté la stratégie que j'ai mise en place. Donc dans ce cas de figure-là, je connais mon risque maximal et évidemment mon courtier en tient compte et va me demander une garantie qui est moins importante. Donc en l'occurrence pour cette stratégie à un instant T, ça donnait 570 contre 1700 pour une stratégie seule. C'est très logique encore une fois quand on a une contrepartie. Voilà, le mode de fonctionnement, on peut le détailler et c'est en fonction, vous l'avez compris, de chaque sous-jacent, de chaque prix d'exercice, du niveau de risque qu'on va prendre sur sa stratégie. Mais voilà le principe d'un appel de couverture et d'un appel de marge, donc toujours penser à avoir la marge complémentaire. Alors, je voulais vous donner en fin de cette séquence quelques bonnes pratiques à avoir quand on travaille avec de la marge, avec du levier. Gardez toujours de la marge, j'ai bien insisté tout au long de cette présentation. Pensez qu'elle peut augmenter cette marge hein, et que, encore une fois, et ce n'est pas parce que vous avez un scénario en tête que, eh bien, il va forcément se produire comme vous le voulez, et que, bien, avec les options, on a de la marge de manœuvre, mais il faut aussi avoir un volant de mobilité sur le marché pour pouvoir être plus confortable, évidemment, sauf dans le cas des spreads, où dans ce cas-là, la marge, elle est déjà connue. Attention aux augmentations, de la volatilité aussi dans ces cas de figure-là. Réfléchir toujours en nominal. Si je vends un put sur le CAC 40 de prix d'exercice 7000, quel est mon engagement? Bien, la quotité du sous-jacent sur le CAC 40, c'est 10. Donc, quand je vois un put de prix d'exercice 7000 sur le CAC 40, je suis engagé sur une position qui représente 70 000 euros. Donc, de se rendre compte, quand on fait quelque chose, quand on monte une stratégie, que j'ai une exposition sur le marché et d'être capable de la traduire en exposition réelle hors mon effet de levier. Parce que pour un put sur le CAC 40 de prix d'exercice 7000, on va me demander très peu de couverture a priori en instantané, mais on peut m'en demander beaucoup plus si le marché, dans le cas de la vente de put, se mettait à baisser. Alors, il y a aussi cet autre élément, et petit élément important, beaucoup d'opérateurs qui commencent sur les options se disent mais si je vends un put de prix d'exercice très bas, je vais avoir d'une part une très faible exigence de couverture et ensuite une très grande probabilité de ne pas être assigné. Sauf que si le marché décale en votre défaveur, l'exigence de couverture peut augmenter très très significativement et pour une couverture qui au départ était eh bien, du simple, eh bien, elle peut passer au double, au triple, voire au décuple en cas d'augmentation de la volatilité. Donc il va falloir être capable de maintenir sa position sans être obligé de la déboucler au mauvais moment parce qu'on a pris trop d'effets de levier. Donc réfléchir toujours à quelle est mon exposition par rapport à mon portefeuille. Et puis envisager le pire, c'est-à-dire que on va on va envisager le meilleur, mais se préparer au pire. Toujours cette idée que eh bien, si on prend une position, qu'on ouvre une stratégie, on a a priori un scénario dont on pense qu'il va se réaliser. Parfait. Sauf que il peut y avoir ce risque que la stratégie n'évolue pas en notre faveur et il faut l'envisager. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Alors, c'est pas d'être pessimiste, mais c'est de se dire qu'est-ce que je ferais ou quel sera l'impact sur mon portefeuille de l'ouverture de telle position si le marché décale dans des proportions bien gigantesques, que on a des annonces sur le marché, une pandémie ou quelque chose qui fait décaler le marché qui était plutôt serein dans des proportions importantes pour pouvoir encore une fois ne pas se retrouver à déboucler ou être débouclé par son courtier dans des conditions les plus désagréables et les plus défavorables. Ne jamais se retrouver en appel de marge, ça a l'air d'être une évidence, mais par expérience je peux vous dire que ça arrive malheureusement un peu trop souvent, des opérateurs qui vont avoir confiance, qui vont travailler dans des conditions de marché qui vont être favorables pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, et puis qui d'un coup vont se retrouver avec un décalage de marché qui va être ingérable et qui va faire augmenter la volatilité et donc par définition les exigences de couverture sur les positions pour des positions équivalentes. Donc prendre toujours, encore une fois, de la marge et se retrouver dans des conditions qui font que eh bien, je pourrais, même si mon scénario est défavorable, déboucler dans des positions qui seront optimales pour moi. Ne jamais réinjecter de la liquidité fraîche. Alors, ça, c'était relativement discutable. Si on a un compte et qu'on a mis une somme dessus et qu'on a beaucoup de liquidités par ailleurs, bien pour défendre une position et qu'on peut le faire, mais qu'on n'a pas voulu monopoliser ces liquidités, pourquoi pas? Mais d'une façon générale, quand un scénario se déroule mal, eh bien, on se dit qu'il vaut mieux le déboucler et se remettre sur une autre position plutôt que d'insister et de renvoyer de l'argent, comme on dit, de la liquidité fraîche, de l'argent frais dans une position qui est déjà mal engagée parce que ça peut aller ça peut s'accentuer et être encore pire. Donc, d'une façon générale, eh bien, se dire qu'on a un point d'entrée, un point de sortie et que, eh bien, sauf cas d'exception ou, encore une fois, très très grosse liquidité par ailleurs, eh bien, ne pas
accentuer son risque ou ne pas le défendre a priori à tout craint, mais être capable de prendre aussi sa perte à un moment, si ça n'est pas le bon moment, quitte à se replacer. Si margin call, si vous avez un courtier qui vous appelle ou vous êtes alerté sur vos positions, n'hésitez pas à agir si vous êtes clair sur vos positions ou à faire appel à votre courtier qui va vous aider, qui va vous guider dans la stratégie à adopter dans ce cas-là. Et surtout, ne pas faire l'autruche parce que les courtiers ont pour obligation de déboucler les comptes, c'est réglementaire, et donc ils vont déboucler les positions. Or, bien souvent, c'est fait pas en fonction de vos intérêts, mais en fonction de la gestion du risque. Donc, ça peut être très défavorable aussi, et c'est souvent malheureusement le cas de voir la position débouclée, et même certains courtiers débouclent en totalité vos positions, et donc vont absolument solder l'ensemble de vos positions, ce qui peut entraîner des pertes importantes et qui serait disproportionné par rapport à la situation. Donc, toujours soit agir, soit appeler son courtier dans ce cas-là, mais ne pas faire l'autruche. Ça, c'est un très mauvaise situation. Et puis, faire attention aux assignations. On l'a évoqué sur l'achat, mais évidemment sur la vente aussi. Si je suis assigné, en tant que vendeur ou si j'exerce en tant qu'acheteur, je peux me retrouver avec une position très importante. Donc, l'envisager aussi, ou en tout cas penser à déboucler les positions avant l'échéance dans ce cas de figure. Et puis, dernier petit conseil, c'était la vente de petits puts, mais je vous l'ai dit avant, donc ne vendez pas des puts trop bas en pensant que le scénario ne se produira pas. L'appel de couverture peut être extrêmement important. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous donner pour ce sujet un petit peu complexe, mais à étudier et qui est indispensable dans la réussite de la création de vos stratégies sur les options et les futurs notamment. Donc voilà, pensez à vous abonner à la chaîne de l'Atelier des Options YouTube, à vous rendre sur notre site l'Atelier des Options et à vous abonner à notre newsletter, et puis à activer les notifications et à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu.